Bonjour à tous. Dans cette deuxième partie de la présentation, on va parler de la littérature, mais aussi des courants des pensées, des tendances et des mœurs pendant le XVIIe siècle. Je voudrais insister sur un point dont on a déjà parlé dans la première partie, c'est que la France domine l'Europe autant du point de vue politique qu'artistique, de façon qu'on peut dire que le XVIIe siècle, c'est le siècle de la grandeur. Souvenez-vous qu'en Espagne, nous vivons aussi notre siècle d'or des lettres. Donc on va reprendre notre index. On s'était arrêté au règne de Louis XIV. On va continuer au point numéro 9, c'est-à-dire en parlant des mœurs, de l'honnête homme. Sous le règne de Louis XIV, tout tourne autour du roi. Donc c'est lui qui dicte aussi les tendances esthétiques et morales de son époque. Ces courtisans vont suivre l'idéal de l'honnête homme. L'honnête homme se caractérise par une élégance à la fois extérieure et morale. C'est quelqu'un de cultivé sans être pédant, de distingué sans être précieux, de réfléchi, de discret, de mesuré. Bref, quelqu'un plein de qualités. Et cette façon, cet homme ne se conçoit que dans une société très civilisée et disciplinée. On passe maintenant à notre courant de pensée, cette fois-ci religieux, appelé jansénisme. Il s'agit d'un courant d'un pessimisme profond. D'après les jansénistes tels que Racine ou Pascal, l'homme est corrompu dès sa naissance à cause du péché originel et il ne peut qu'adorer Dieu pour essayer de se sauver. Mais malgré tous ses efforts, seulement quelques élus y arriveront. Donc quoi qu'il fasse, l'homme est soumis à la prédestination. À l'opposé du jansénisme, on trouve le libertinage. Souvenez-vous que ce mot n'a pas toujours la connotation péjorative actuelle. Les libertins sont des bourgeois intellectuels qui vont représenter la continuité des idées des humanistes de la Renaissance. Ces intellectuels vont assurer la transition vers la philosophie des Lumières en se libérant des religions et en développant un esprit critique. Les courtisans de Louis XIV sont épris de politesse, de conversations galantes et raffinées où il fallait démontrer non seulement le prestige, mais aussi un esprit créatif. Les femmes aristocrates ont pris l'habitude de se réunir dans des salons privés où elles retrouvaient des gens de lettres et on parlait de littérature, on faisait des vers, des concours de poésie. Un des salons les plus fréquentés, c'était l'hôtel de Rambouillet. C'est dans ces salons qu'est né un mouvement littéraire éminemment féminin qui a beaucoup apporté à la société du temps, la préciosité. Mais plutôt que parler de littérature précieuse, on devrait parler de société précieuse. Une société qui adorait les tenues extravagantes, les luxes, les conversations frivoles, souvent codifiées, l'ostentation, qui détestait tout ce qui était vulgaire et grossier, et qui se caractérisait surtout pour l'envie de se distinguer d'une façon souvent excessive. Même Molière va se moquer d'elle dans son œuvre « Les précieuses ridicules ». Un exemple de cette littérature est l'œuvre de Madeleine de Scudéry qui a codifié le langage de l'amour dans la célèbre carte du pays de Tendre. Vous avez aussi, dans cette présentation, de nombreux exemples de ces vocabulaires précieux qui adoraient les périphrases et qui étaient souvent, comme Molière avait dit, tellement ridicules. Un autre point important de ce siècle, c'est la création des académies dans le but de veiller à la qualité des créations littéraires et artistiques. La plus célèbre est l'Académie française, créée par Richelieu en 1634, qui a dicté les règles de grammaire et d'orthographe de la langue française en favorisant de cette façon le rayonnement de la littérature classique. On arrive peut-être à la partie la plus importante de cette présentation. On va parler maintenant de deux grands mouvements littéraires du siècle. Le baroque dans la première moitié et le classicisme dans la deuxième moitié. Vers la fin du siècle, quelques auteurs comme Charles Perrault
considérés des modernes vont attaquer les anciens dans la célèbre querelle des anciens et des modernes. Le baroque. Peut-être le plus significatif de l'esthétique baroque est plus facile à voir dans l'art, la peinture, l'architecture avec ses courbes et le foisonnement du décor. Mais cette exubérance, on peut aussi la voir en littérature. Dans les œuvres baroques, on peut observer un goût pour l'ostentation, une envie des changements, des mouvements, un désir des libertés et un refus des règles. Quant au sujet, la mort est un sujet récurrent dans les œuvres baroques, mais aussi l'illusion, le rêve, les passions. En ce qui concerne l'écriture baroque, elle se caractérise par un vocabulaire surchargé, une abondance de métaphores et d'hyperboles. On pourrait dire qu'il s'agit d'une littérature de l'excès. Comme on a déjà vu en cours, les courants artistiques se succèdent dans un mouvement pendulaire, c'est-à-dire suite à une période artistique d'excès et d'exubérance baroque, le moment est venu d'une esthétique de l'ordre, de la mesure, du respect des règles et de la clarté. Le règne autoritaire de Louis XIV va garantir la stabilité politique et religieuse nécessaire pour le triomphe du classicisme et va créer un lien étroit entre l'esthétique et la morale. Les auteurs classiques vont encore une fois se pencher sur l'Antiquité pour imiter les anciens d'une manière créative. D'un côté, on va imiter la nature, dans une quête constante des vérités, ce qu'on appelle la règle de la vraisemblance, c'est-à-dire pour plaire, il faut faire vrai. Et d'un autre côté, on va se soumettre à la raison en suivant l'idéal de l'honnête homme qui maîtrise toutes ses passions. Par ailleurs, ce même honnête homme dont on parle obéit à un code moral qui constitue aussi un des buts des auteurs classiques tels que Molière et La Fontaine. Il faut non seulement plaire, mais aussi instruire. Et pour y arriver, le style doit être simple et clair et les vocabulaires précis. On ne va pas étudier tous les genres littéraires car c'est le théâtre, celui que les auteurs et les publics classiques préfèrent. Malgré cet amour pour le théâtre, les comédiens étaient nomades. Leur troupe était itinérante et réduite à jouer dans des locaux improvisés. Le métier des comédiens n'était pas bien considéré. Par exemple, l'Église catholique ne permettait pas d'enterrer les comédiens en terre sainte. À leur mort, on les jetait dans des fosses communes. Cependant, Louis XIV aimait beaucoup ces genres et il va contribuer à faire du XVIIe siècle le siècle du théâtre. Une nouveauté que Molière et Lully ont introduit sous son règne, c'était les comédies-ballets, où on mêlait la musique et la danse dans une action unique. Des genres théâtraux, c'est la tragédie qui est considérée le plus noble. Elle doit suivre les trois règles des trois unités. Unité des lieux, c'est-à-dire un seul décor, unité de temps, l'action se déroule en 24 heures maximum, et unité d'action, c'est-à-dire un conflit central. Les héros de la tragédie classique sont des nobles. Ces intrigues sont tirées de la mythologie ou des histoires des rois. Et on doit toujours finir d'une façon tragique, c'est-à-dire le dénouement est toujours tragique. Par contre, la comédie classique est un genre populaire. Ces intrigues sont tirées de la vie quotidienne. Ces héros sont des personnages normaux. Et on l'appelle comédie même si elle n'est pas nécessairement drôle, mais elle n'a pas à suivre les trois règles. Elle est méprisée par les nobles, mais pourtant ils iront voir les pièces de Molière. Maintenant, c'est à votre tour de travailler, c'est-à-dire que parmi tous les auteurs classiques qu'il y a, nous avons fait une sélection et vous allez faire des recherches pour mieux connaître l'auteur qui vous a été attribué.
Donc, entre tous, on va étudier Corneille, Racine, Molière, mais aussi des auteurs moralistes comme La Fontaine, Pascal, La Rochefoucauld, La Bruyère, Boileau, des femmes comme Madame de Sévigné, Madame de Lafayette, Madame d'Escudéry, et entre tous, donc on aura un aperçu général des auteurs classiques. Merci de votre écoute.